Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle émission de Soccer Punch avec votre animateur Réginald Joseph. Aujourd'hui, un gros panel avec nous. Nous avons l'analyste à 98.5, Arcadio Marcusi. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. Très en forme. On a Quentin Parisis aussi, journaliste au magazine Stylé et Québec Soccer. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On a un habitué, Sofiane Benzaza, chroniqueur au journal 24 heures. Et Philippe Amerling, collaborateur pour le journal Le Footeur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super, super. Donc aujourd'hui, grosse émission. Donc le sommaire, nous avons la course aux séries avec l'Impact de Montréal. Interview avec Alessandro Riggi, joueur du FC Montréal. Et notre quiz, comme d'habitude. Les gars, la course aux séries est lancée maintenant. Est-ce que l'Impact est bien parti pour les séries? Arcadio? Ouais, ben écoute, je pense que poser la question, c'est d'y répondre depuis le début de l'ère Biello, l'arrivée de Didier Drogba qui coïncide avec le début de cette période. Je pense que l'Impact est une nouvelle équipe. Bon, déjà, l'ajout d'un Drogba, ça parle de soi. C'est de la qualité sur le terrain, de la qualité hors terrain. Et aussi le vent de renouveau, l'air frais qu'il y a eu sous Biello. Je pense qu'il a lancé cette équipe sur la bonne voie. 6 matchs sans défaite. Un record d'équipe. De franchise, effectivement. De franchise. Donc, je pense que oui, la course est bien lancée, l'Impact est en selle. Et le contraire serait surprenant, non seulement pour les séries, mais pour peut-être un bon parcours là, une fois qu'on va avoir trouvé une place. Sofiane, est-ce que tu crois que c'est bon? C'est bon, là, on est en play-off. Non, mais On peut c'est dire on est bon. en play-off. Ouais, mathématiquement, c'est pas encore fait, mais je pense que ça va pas de loin. Il faut pas oublier, en MLS, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis, au fait. Parce qu'on se rappelle, en 2013, l'Impact allait vers les grands honneurs de Chipotle Seal pour gagner le championnat de saison. Ils ont juste écrasé, ils ont titubé vers les séries pour se faire étrangler, asphyxier par Houston en play-off. Donc, tu sais, l'expérience Chaliba a mal marché, puis l'Impact a tout fait, comme a dit Marcadio, avec un recrutement avec Drogba et Biello qui est là pour changer un peu la donne, pour éviter le gros casse-cou en 2013. Donc, ils veulent éviter ça, puis venir en série en marchant devant. C'est très important pour l'Impact. Philippe, tu crois que le dernier match de la saison contre Toronto, est-ce que ce match va être, comme on dit, crucial pour savoir si l'Impact va finir devant Toronto ou on peut dire que c'est bon, quoi, l'Impact va finir devant Toronto, quoi qu'il arrive? Ça va être serré, la course va être serrée. Toronto, je crois qu'il reste 2 ou 3 matchs, c'est quand même assez... Montréal, il en reste 5, alors ça va jouer vraiment peut-être au dernier match. Moi, je crois que l'Impact va finir en avant de Toronto, dans les circonstances que l'Impact va jouer contre des équipes contre qui ils ont gagné dans les récentes semaines, dans les dernières semaines, contre qui ils ont fait une bonne forme en même temps. Mais c'est sûr que ça va promettre, parce qu'on pourrait aussi s'attendre à un Montréal-Toronto, un Montréal-New England, ou même encore peut-être Montréal-Columbus en première ronde. Alors ça promet, on verra. Quentin, est-ce qu'il est complètement fou de dire que l'Impact peut finir dans les 3 premiers avec les matchs en main? C'est pas fou, mais c'est ambitieux quand même. C'est quand même ambitieux. Déjà, il faut assurer la qualification, parce que même si je suis assez d'accord sur le fait que les signaux sont au vert, il y a quand même eu des matchs où, notamment celui de Chicago en milieu de semaine, ils ont gagné, mais le match a été mauvais. Donc ça, c'est quand même finalement un signal positif, c'est qu'ils ont été C'est la marque mauvais. des grands clubs en même temps. Exactement, ils ont gagné alors qu'ils ont été mauvais. Avant, il leur arrivait d'être bons et de perdre quand même. Donc du coup, ça c'est quand même un point positif. Mais il faut assurer la qualification. C'est pas fait. Alors c'est sûr qu'il y a Didier Drogba qui est là et qui donne une sécurité qui est évidente. Bon, on va espérer qu'il lui arrive rien non plus. Admettons s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour les 5 derniers matchs? Est-ce que l'Impact est aussi souverain? Est-ce que l'Impact est qualifié? Ça peut remettre pas mal de choses en cause. Donc il faut d'abord assurer la qualification. On y verra certainement plus clair dans 2 matchs, moi je pense déjà. Après, si on veut aller voir plus haut, la 3e place, c'est peut-être difficile. La 4e, ça me paraît déjà un peu plus plausible. Un peu plus jouable, ouais. Mais c'est ça. Attendons encore 2 matchs, je pense, avant d'aller voir plus haut déjà. On va déjà laisser tous ceux qui sont derrière les laisser à leur place et après on pourra voir plus loin. Parlons-en justement du roi Drogba, messieurs. C'est encore 2 buts à son dernier match, ça fait 7 buts en 6 matchs, je ne me trompe pas. Est-ce que l'Impact peut se passer de Drogba? Est-ce que c'est incroyable? On a parlé de la dépendance il y a 2-3 ans. Là, c'est la Drogba dépendance. Quand tu avais dit il y a 2 secondes la marque d'un grand club. Non, c'est la marque d'un club moyen qui est un grand joueur, qui l'amène à notre niveau, qui avait des joueurs individuels de grand talent, mais ça ne change pas que le collectif était très moyen. Drogba cache beaucoup des maux de l'Impact, puis on va voir comment le club va réagir sur les matchs à la route, comme a dit Quentin, contre Orlando, contre New York, New England et Colorado. Ça va être un show pour l'Impact. Mais l'effet Drogba, on l'avait dit à la dernière émission,
Drogba buteur, Drogba deuxième entraîneur, Drogba passeur. C'est l'effet Drogba, il le fait très bien. Oui, mais on ne peut pas enlever un joueur du groupe. Tu peux pas dire Drogba, c'est pas l'Impact, il y a l'Impact et il y a Drogba à côté. Drogba fait partie de l'Impact, il fait partie de cette équipe, fait partie du groupe. Il est content à Montréal, il l'a dit samedi dernier. Je suis content de mon choix de ville, mon choix de club. Donc, c'est un gars qui est ici en mission. Il fait partie intégrante du groupe. Là. Il blague avec les gars dans le vestiaire et tout. Il n'est pas venu ici en touriste. Le mec, c'est une machine. Il est programmé, c'est un Terminator. Il est programmé pour gagner, mais avec tout ce que ça implique. C'est pas juste sur le terrain, c'est pas juste en pratique. C'est vraiment au niveau de la récupération, au niveau de lire les matchs et tout ça. Donc, de ce côté-là, il bonifie l'expérience de l'Impact à tout point. Et évidemment, quand il est sur le terrain, il fait la différence. Mais si ça arrive qu'il doit manquer un match, sa seule présence est déjà un point positif. Donc, de ce côté-là, Didier Drogba, c'est vraiment le real deal. Non, il est là, il livre la marchandise. Ils l'ont ramené pour ça, pour marquer des buts et rendre l'équipe meilleure, point barre. Je répète encore une fois, une équipe moyenne qui devient grande grâce à un grand joueur. Pour moi, c'est une grosse différence parce que sans lui, ils auront beaucoup de mal. C'est clair. Donc, on a quand même, tout le monde a un avis assez tranché sur Drogba. Donc, par contre, on a justement un analyste qui a un tout autre avis sur Didier Drogba. On va maintenant l'écouter. Alors, merci, messieurs. En effet, Drogba a été très, très explosif depuis ses débuts avec l'Impact. C'est, pour être précis, 7 buts en 481 minutes qui ont été marqués, ce qui équivaut à 1,31 buts par 90 minutes de jeu, excluant les pénaltys. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette contribution et ce rythme offensif auquel Drogba marque des buts avec l'Impact risque de diminuer au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Il faut comprendre qu'aucun joueur, ne serait-ce qu'en MLS ou en Premier League, n'a été capable de maintenir une cadence de buts marqués aussi élevée dans les dernières années, et même peut-être avant même l'invention des statistiques ou la compilation des statistiques. Si on compare Drogba avec ses collègues de la MLS, Obafemi Martins a marqué, et là ici je parle de buts ajustés aux 90 minutes en excluant les pénaltys. Obafemi Martins, c'était 0,81 buts marqués. Kei Kamara et Kyle Larin, 0,77. Giovinco et Robbie Keane, 0,58. Si on prend l'année dernière, Bradley Wright Phillips en a marqué 0,73. Et Bradley Wright Phillips est le joueur qui a marqué le plus grand nombre de buts en MLS cette année-là. En ce moment, Drogba a 1,31 buts par 90 minutes de jeu. C'est une contribution qui est équivalente à Bradley Wright Phillips l'année dernière et Robbie Keane cette année. C'est exceptionnel, mais c'est pratiquement impossible et inhumain pour un athlète d'être capable de maintenir à long terme un rythme comme celui-là. Et le long terme, c'est ce qui me fait dire qu'au-delà des comparaisons, la production de Drogba risque simplement de faire un retour à la moyenne. Qu'est-ce que le retour à la moyenne? C'est un concept en statistique qui veut que certains éléments, comme le nombre de buts marqués ou le nombre de passes décisives marquées, par exemple, va, au fil du temps, faire un retour à la normale. Prenons 2 exemples. L'année dernière, Nacho Piatti a marqué 4 buts en 450 minutes avec l'Impact, ce qui équivalait à 0,80 buts par 90 minutes. Cette année, lorsque l'on exclut les pénaltys, c'est 0,18 buts par 90 minutes. Ça ne veut pas dire que Nacho est un mauvais joueur, ça veut simplement dire que la contribution de l'année dernière, qui était très, très, très élevée, a simplement fait un retour à la normale. Un autre exemple est celui d'Alexis Sanchez, qui évolue pour Arsenal en Premier League. Avant le match du 26 septembre, il n'avait marqué aucun but, mais il en a marqué 3 durant ce match, ce qui a fait que sa contribution offensive a grimpé à 0,51, ce qui est pratiquement exactement la contribution qu'il avait fait l'année dernière. C'est donc qu'il avait sous-performé depuis le début de l'année, mais que sa contribution a fait un retour à la normale. Évidemment, on s'entend que Drogba est un excellent joueur, qu'il va continuer à marquer des buts et qu'il va en marquer beaucoup pour l'Impact. Il ne faut tout simplement pas s'attendre en tant que fan à ce qu'il continue à en marquer autant. Mais si Drogba veut me faire mentir et réussir à accomplir cet exploit qui est pratiquement surhumain, c'est pas moi qui va s'en plaindre, je lui lance le défi. Donc nous sommes de retour après cette chronique plus numérique de Drogba d'Olivier. Merci d'ailleurs. On va faire un petit retour, les gars, sur Carl Becker, le nouveau milieu de terrain de l'Impact de Montréal. La multiplication des absences au cours des dernières semaines a mis à rude épreuve la midfield presence de l'Impact de Montréal. Suspension du Beach Boy Marco Donadel qui a recommencé à cartonner, blessure au bas du corps pour ne pas dire encore au pied du capitaine Patrice Bernier, ennui de santé du père d'Ignacio Piatti, blessure de Callum Mallis. Alors coach, comment on gère ça? L'important c'était
que tout le monde est important. Et on est une équipe de 28 joueurs et tout le monde va contribuer au succès de l'équipe. Et mon message était il faut être prêt parce que les choses changent vite ici. Il ne faut pas penser à les choses que tu ne peux pas changer. Il faut se focaliser juste sur les choses que vous pouvez contrôler. Et quand vous êtes appelé, il faut être prêt. Un joueur qui a compris toute l'importance d'être important et de ne pas attendre des changements parce que les choses changent rapidement, c'est Carl Becker. Acquis du FC Dallas en pleine saison, le milieu ontarien était convoité par l'Impact depuis le Super Draft de 2013. Il avait plutôt été repêché par le Toronto FC. Oh, it's nice. I mean, finally to be here. I know there's a few times we tried to make something happen when I was in Toronto, and it kind of fell through. And knowing they wanted me in the draft, obviously it's good to be here and help this team and get some wins. Carl Becker n'est qu'à une syllabe près de s'appeler Carl Beckerman. Et pourtant, son style diffère sensiblement de celui du récupérateur étoile du Real Salt Lake, tant sur le plan capillaire que sur celui de l'expression offensive. I like going forward. I like to. I think passing is definitely my strong point. I like to help in that, be the connector, I guess, from the center backs and make things go forward and create some chances and score if I can. Patrice Bernier connaît bien Becker pour l'avoir côtoyé en équipe nationale. C'est un bon passeur et il n'a pas joué beaucoup cette année, déjà en revenant avec nous. Il a apporté un peu de fraîcheur et puis on voit qu'il peut jouer, il peut distribuer. Et c'est des joueurs qui n'ont pas une tonne de matchs dans les jambes, mais qui ont, dans les peu de matchs qu'ils ont démontré de belles choses. Et c'est bon pour l'équipe, ça veut dire qu'on peut compter sur tout le monde et puis que le standard de l'équipe ne change pas, peu importe qui est dans l'alignement partant. L'attitude exemplaire du vétéran semble avoir inspiré son jeune coéquipier, qui a marqué son premier but en MLS à San Jose. Malgré tout, Becker ne s'assied pas sur ses lauriers. You can't get too comfortable. I mean, with a young player obviously coming in, obviously we have a few suspensions and a couple guys injured, so that's also helped with the opportunity. But I think each time I have to build on my last performance and can't just think, okay, yeah, I had a good game in San Jose and I've earned my right for that spot, you know. So each time on the field, I think I have to keep going and keep doing positive and providing for the team. Mais la question se pose, une fois tous les absents revenus, Biello croira-t-il, contrairement à Frank Lopas, au bienfait de la rotation des effectifs? La révélation, messieurs, de ce voyage dans l'Ouest, Carl Becker, est-ce qu'il peut bousculer un peu la hiérarchie des milieux de terrain au sein de l'Impact? Qu'en pensez-vous? Il a sa chance, en tout cas. Lorsqu'il l'a eu, il l'a bien prise dans ce voyage. Un but extrêmement important qui donne un point sur la route à l'Impact. Un match qui semblait un peu perdu aussi. On était à 10, donc ça ne regardait pas bien. C'est un match que l'Impact d'avant aurait perdu d'entrée de jeu. C'est clair. Là, on a une nouvelle attitude. On a des éléments nouveaux qui amènent de l'eau au moulin, donc c'est intéressant. C'est bien de voir que Becker, au début, quand il s'est amené à Montréal, semblait très découragé. Pas nécessairement qu'il jouait plus à Dallas, mais lui, il arrive un peu, disons, par défaut. Il fallait se débarrasser de Soumaré. Bon, lui, on le ramène, il ne prend pas de place internationale. Il ne semblait pas cadrer beaucoup dans les plans de Klopas. Là, la situation change. Encore une fois, ce nouvel air, l'air frais là, qui embarque dans le vestiaire, il a bien saisi sa chance et je pense que il pourrait peut-être pas brouiller la hiérarchie, mais vraiment, lorsqu'il va avoir l'opportunité de jouer et donner de la profondeur à l'équipe, il va le faire. Et en tout cas, il est bien parti pour que ça soit le cas. Ouais, moi, je pense, oui, il va être utilisé dans la rotation. Après, parler de révélation, comme tu l'as annoncé, c'est un peu présomptueux. Je veux dire, surtout que là, il va avoir du mal, je pense, pour la fin de saison, parce que Réo Cooker revient fort. Bernier est en train de se refaire une place sur le terrain. Voilà, il y a toujours Donadel qui va continuer à jouer. Il faut voir comment Malas évolue en fonction de sa blessure. Mais ça va être compliqué pour lui de gratter beaucoup de temps de jeu. Il va être utile. Il va pouvoir sans doute gagner quelques minutes dans la rotation. Ça s'arrêtera là, à mon avis, pour lui. Oui, je rejoins tout le monde par rapport à l'utilité et la profondeur. C'est pas mal ça. Il est utile. Parce qu'on aura besoin de lui pour les fins de match. Si quelqu'un se blesse, et la profondeur, si quelqu'un se blesse aussi, si quelqu'un en met forme. Les cartons, les suspensions. Exactement, Donadel, si jamais. Voilà, notre ami Donadel, il va clairement voir rouge, jaune, orange et tout. Donc, c'est très important que Carl Becker soit là et utilisé. Et surtout, il faut que le staff lui fasse comprendre qu'on a besoin de lui. On le signe l'an prochain. Il n'a que 25 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? C'est un gars qu'on garde. C'est à voir. Parce que oui, il a des qualités. Oui, il amène des choses différentes des autres milieux.
La seule chose qui va l'aider à signer l'an prochain, c'est justement le fait qu'il est polyvalent. Parce que dans une certaine hiérarchie, il est très bas. Oui, avec le peu de temps qu'il joue, il prouve des choses très intéressantes qui peuvent justement, en fin de match, dans les séries, durant la fin de saison, mener disons, pas une meilleure qualité de jeu, mais il peut maintenir le jeu de l'Impact en fin de match. Mais c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Moi, je vois pas grand-chose. Je parle pas d'un sauveur. C'est pas lui qui va marquer le but gagnant quand il reste 20 minutes. C'est pas lui qui va faire le plus gros du travail. Un joueur Encore là, s'il veut signer, c'est en acceptant peut-être un rôle de second plan. On a quand même eu un milieu de terrain inédit face au dernier match de l'Impact. Un milieu avec trois joueurs qui peuvent apporter offensivement, mais défensivement aussi. Vous en avez pensé quoi, Sofiane? C'était assez différent, quoi. C'était Donadel devant la défense, Rio Coker, Bernier, l'un à côté de l'autre, puis Drogba, les milieux. Un triangle inversé. Ouais. Contrairement à avant, on a quand même le Donadel Malas qui ne bouge pas. Exactement. Avec le 10. Là, oui, c'était intéressant. C'était vraiment, je trouve que Donadel, sa place parfaite, c'est devant la défense. Il faut pas, c'est pas un box-to-box, il n'aime pas courir. C'est un ratisseur. Exact, c'est un ratisseur, c'est un distributeur de ballon latéral. Tu en faire des belles transverses là de temps en temps. Distributeur. Voilà. Ouais. Il distribue. C'était brouillon, ça. Exactement. En fait. Mais son positionnement est excellent. Ses intentions sont toujours bonnes. C'est au niveau de l'exécution que ça fait défaut. Samedi, c'était le cas. Le mec n'a pas fait un mauvais match, mais il manquait le... T'entends, il est loose un peu. Ouais. Il sait pas son passe, ils sont trop approximatifs. Il met un peu dans la merde, désolé mon langage, la défense. On se rappelle un but contre DC, la dernière fois qu'on l'Impact a tiré 150 fois. Mais il fait une passe suicide à Cabrera. Il y a beaucoup des passes comme ça. Mais, ça arrive souvent. C'est ça, exactement. Et puis Rio Coker, c'est vraiment l'athlète box-to-box, bulldog qui peut apporter offensivement aussi. Il a joué latéral droit, donc il peut compenser à droite avec Oyongo, très belle chimie. Et j'ai beaucoup aimé Bernier. Il compense un peu l'absence de Piatti. Comme Piatti n'est pas là, Bernier est vraiment le gars qui passe. Bernier à la baguette, le dernier geste. Un 8 un peu... C'est un 8, 10, tu vois, il peut faire les deux rôles, entre guillemets, puis... Mais en ayant Rio Coker à côté de lui, ça lui permet justement d'avoir un rôle offensif et défensif en même temps. Il a tellement coupé de ballons au milieu de terrain. Exactement. Même lors du match précédent, lorsqu'il coupe cette passe puis il fait le jeu vers Romero pour le but gagnant. Bernier apporte un plus, Donadel apporte un plus, et on revient, comme on a dit avant, utilité, profondeur, on fait une rotation, on va par rapport au match. C'est quand même fou que sous Klopas, c'était soit Rio Coker ou soit Bernier. Ouais, ça pouvait pas être moi, les ça deux, me dépasse qu'il n'est jamais, disons, même imaginé la possibilité de les voir évoluer ensemble un peu dans ce rôle-là. Quand ce qu'il essayait ne fonctionnait visiblement pas. Donc, il n'a jamais dérogé vraiment de cette tangente-là. Et pour moi, ça montrait les faiblesses de Donadel et Malas par rapport à leurs limites. Mais ils étaient beaucoup plus exposés à ce moment-là. Oui, ils sont à leurs limites. Et puis je répète ça souvent, tu mets Thiago Silva, David Luiz comme défense centrale, avec le milieu de terrain de l'Impact, comme ils ne continuent pas à soir défensivement, honnêtement, ils vont souffrir autant que Vandré Lefebvre, Simon, etc. Et ça, c'est un gros problème. Maintenant, avec Thiago Silva, ça passe toujours. Là. Je serais étonné. À force de prendre des attaques, à un moment, tu te dis, tu vas souffrir, tu vas te noyer un peu. Et je trouve que ces trois-là ensemble montrent que si tu as des rôles définis pour chacun, et c'est clair sur le terrain, je trouve que c'est nickel. Avec ces trois-là, Philippe, Piatti, on le met où maintenant? Parce que Piatti va revenir à un certain moment, on le met où? Parce que là, Bernier, comme dit, c'était pas mal. Non, exact, c'était très bien, même surprenant. Puis c'est sûr que Piatti, d'une manière ou d'une autre, ça sera à la gauche, c'est la position qu'il aime bien jouer, c'est la position qui peut faire des crochets, tout ça, c'est une des positions qu'il préfère le plus. Oui, à un certain moment, on va se retrouver avec une quantité de joueurs qui performent très bien. On se retrouve même avec beaucoup de milieux qui vont être prêts à jouer bientôt. Pour moi aussi, il y a la question d'Oduro, qui joue toujours bien, il se présente, mais je trouve qu'il a un problème à peaufiner son jeu. Simplement. C'est brouillon un peu. C'est très, très, très brouillon. Puis oui, il court. Si on lui donne, il court, mais il faut que ça l'amène à quelque chose. Puis les jeux avec qui il fait, en ce moment, ça ne fonctionne pas très bien. Puis je serais prêt à le mettre de côté pour peut-être un match ou deux, voir si on ne peut pas essayer autre chose. Donc maintenant, on va passer au FC Montréal qui a connu sa fin de saison. Donc on a un petit reportage là-dessus. Une première pour le tout jeune FC Montréal qui rejoint cette année l'USL, équivalent à la 3e division du soccer américain. Un échelon recréé en 2010 pour y inclure quelques aspirants sérieux comme le Orlando City FC, désormais pensionnaire de MLS. En 2014, Don Garber réclame l'affiliation des équipes réserves de MLS à l'USL, une opportunité en or pour les académies de l'Impact. Une saison à deux visages pourtant pour cette équipe qui connut un départ catastrophique avant de finalement se reprendre à l'intersaison. Ils accrochent une honorable 10e place en conférence Est.
Si on prenait simplement en compte la deuxième partie de saison, on aurait fini 4e dans la Ligue, ce qui est pas négligeable. Mais sur l'ensemble de la saison, ça reste qu'on ne peut pas être satisfait des résultats. Si on se prend sur une perspective de développement, eh bien là on peut être satisfait parce que la progression a été visible, parce que cette deuxième partie de championnat, même si ça s'est mal terminé, on termine quand même sur une très bonne fiche. Lafroy avait été le premier à prévenir les joueurs de l'énorme défi physique qui les attendait. Se mesurer à des jeunes de leur catégorie est une chose, affronter des pros et des effectifs rodés, souvent transfuges de MLS, en est une autre. Je pense que cette réalité de jouer contre des hommes, on l'a pu l'avoir pendant les 2-3 premiers mois. Après, je pense qu'on ne voyait plus forcément, sauf encore certains passages quelquefois, mais on ne voyait plus cette différence-là. Ce passage-là, il aura été fait. Ils auront perdu, entre guillemets, leur virginité à ce niveau-là en jouant contre des professionnels, contre des équipes pro. On peut là maintenant beaucoup mieux comprendre comment les Max Tissot, les Vandril Lefebvre, les Jackson Hamel peuvent souffrir de ne pas avoir connu cette étape intermédiaire. Donc ça veut dire que c'est bien de dominer dans ta catégorie d'âge, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, qui est d'être avec les pros et d'être bien avec les pros. Pas simplement être un numéro, mais d'être quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer dès qu'il met le pied dans l'équipe première. Par-delà l'impératif de victoire inhérent au monde professionnel, il y a le développement de jeunes joueurs à une époque charnière de leur carrière. C'est là que réside la noblesse du FC Montréal. Un club et une école pour futurs titulaires à MLS et pourquoi pas pour former les Simon, Drogba et Piatti de demain. Nous sommes donc de retour à Soccer Punch pour l'interview maintenant avec le joueur du FC Montréal, Alessandro Reggi. Comment ça va, Alessandro? Ça va très bien, merci et vous? Super, super. Donc on va parler un peu de ta saison. Donc 9 buts, 3 passes. Comment évaluerais-tu ta saison? D'un côté personnel, c'était un peu difficile au début. J'ai eu des blessures. J'étais un peu loin du staff aussi. C'est sûr que je venais de l'Europe, alors mon rôle était un peu différent que les autres. Une fois que je me suis établi, revenu des blessures, j'ai commencé sur le banc. Là, j'ai pas eu beaucoup de minutes, les 3-4 premières parties de la saison. Puis après ça, je me suis dit, écoute, il faut vraiment que je prenne mon rôle ici, que je mette ma place. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré au cours des matchs contre Rochester, un but, facile. Le match d'après, c'était contre Red Bulls. J'ai pas commencé, j'étais un peu fâché. Mais c'est pas grave, tu sais, il faut avoir confiance dans le staff, il faut continuer à s'entraîner, à travailler fort, pas de problème. Je rentre encore dans le match, un autre but. Là, j'étais content. Je me suis dit, OK, en 33 minutes, 2 buts, je pense que maintenant les choses vont commencer à changer. Okay. Et depuis ce temps-là, j'ai eu la confiance du staff. Je me suis rapproché beaucoup du staff, des joueurs aussi. Quel objectif que tu te fixerais pour l'an prochain, à titre personnel et aussi à titre collectif? En titre personnel, c'est sûr que ce serait de participer en pré-saison avec les pros. Ça serait aussi d'essayer d'avoir un contrat. C'est la raison pourquoi on travaille à chaque jour, qu'on se lève à chaque jour, pas qu'on fait seulement les efforts sur le terrain, mais hors du terrain aussi. C'est pour obtenir un contrat. Alors, c'est sûr que ça, c'est mon objectif en 2016. Et si ça marche, que ça ne marche pas, c'est de continuer à travailler fort et de toujours avoir des minutes. À mon âge, je pense que c'est important d'avoir des minutes à chaque fin de semaine, d'être en compétition, d'évoluer. C'est la seule manière, c'est en marquant des buts, en faisant des assists, en améliorant ton jeu que tu peux progresser et éventuellement faire la différence avec les pros. Alessandro, tu as connu Lafroy avant que tu quittes l'Europe. Maintenant, tu le revois maintenant avec le FC Montréal. Comment est-ce que tu décrirais Philippe, l'avant-Philippe, l'après-Philippe, parce que c'est le même coach? C'est toujours le même coach. Philippe, c'est le meilleur pour ça, honnêtement. Philippe, c'est non seulement un formateur de foot, mais un formateur d'humain aussi, de gens. Il se base beaucoup sur la mentalité. Oui, il faut s'améliorer dans le jeu, dans la technique, de tout, de la base du foot. Mais lui, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Il te fait jouer des jeux, il te met des doutes, il te donne la confiance quand tu en as besoin, si tu le mérites. Il faut vraiment que, tu sais, comme moi, c'est l'exemple parfait. Quand je suis arrivé, même si je suis venu de l'Europe, j'ai senti que j'ai commencé du bas du groupe. Il m'a pas fait ressentir comme si j'avais plus de valeur ou que j'étais plus important que les autres. C'était vraiment pas comme ça. Et il m'a fait commencer très, très bas et il fallait vraiment que je prouve à tout le monde, non seulement à mes coéquipiers, mais à lui aussi, que je méritais ma place. Et ça, au début, je ne comprenais pas trop. Mais ça m'a fait évoluer non seulement en tant que footballeur,
mais en tant que personne aussi hors du terrain. Mais justement, on avait demandé à Philippe Lafroy, qu'on a eu en interview, de nous dire qui était le meilleur joueur du FC Montréal de la saison. Donc, on va te faire écouter son interview. Tiens, hop là. Le joueur de l'année, c'est le plus petit. Alessandro Riggi qui a été très très bien, qui a démarré comme les autres, un petit peu tranquillement et qui a grandi. Alors il n'est pas plus grand qu'en début d'année, il n'a pas eu un poussée de croissance, mais dans la qualité, dans son implication, dans son influence sur le jeu, il a été de plus en plus déterminant tout au long de la saison. Donc pour nous, ce serait le joueur de l'année pour le FC Montréal. Belle parole, ça. Alors, ça fait quoi d'entendre ce que le coach avait à dire sur ta saison? C'est sûr que ça confirme tout. Au début, comme j'ai dit, il y avait même un point où je me sentais même pas dans le groupe. Et de voir que ça s'est passé de comme ça à qu'ils disent des paroles comme ça de moi, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que de son côté, il a bien fait les choses. Et de ma part aussi, ce qui veut dire que tout ce qu'il m'a dit de faire, je l'ai appliqué. Et je suis content de ça parce que ça veut dire que je suis capable d'appliquer ce que les gens me disent de faire sur un terrain. On aimerait savoir, donc tu joues milieu de terrain. Oui. Donc on aimerait savoir à quel joueur tu t'identifies tout d'abord à l'Impact. À l'Impact, Dele Duka. Dele Duka? Oui, c'est mon joueur préféré à cause qu'il joue de mon style. Mm-hmm. Il aime ça jouer à gauche, il rentre sur son pied droit. Est-ce qu'il t'a copié ou c'est toi qui l'as copié? Non, c'est moi qui l'ai copié. C'est moi qui l'ai copié parce que lui est avec les pros. Et maintenant, en tant que milieu de terrain en MLS? Jovinko. 9,5 Jovinko quand même. Hein? Oui, plus, oui, mais si on regarde quand il était jeune, il jouait à l'aile aussi, avec la Juve. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on pèse exactement la même chose, on mesure exactement la même chose. Et moi, je le suis depuis qu'il joue avec les moins de 20 de l'Italie. Oui, je suis Canadien, mais je suis beaucoup l'Italie. Et je me rappellerai toujours de la Coupe du Monde moins de 20 où il était là. On regardait la télé avec mon grand-père et mon père. Et moi, j'étais très jeune. On regarde la télé, on voit un mec de 5 pieds 4. On dit, c'est quoi ça? Ça n'existe pas dans le numéro 10 en plus. Je ne comprenais pas trop. Et il a fini le tournoi en meilleur buteur de l'Italie. Il a tout explosé. Et depuis ce temps-là, je l'ai suivi. On disait qu'il allait être le prochain Del Piero. Il a joué à la Juve. Et maintenant, il vient à MLS et il explose un peu tout. C'est bon pour moi, c'est de la motivation parce que je me dis, si lui peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Pourquoi pas? Parce que si je me donne pas ces défis-là, je ne vais jamais y arriver. Ouais. Alors, si je me dis que moi aussi, je peux marquer 20 goals en MLS, je vais en marquer 10 au minimum. Fait que c'est sûr que moi, ça a toujours été un idole. Et de voir qu'il venait, ça m'a fait chier en tout cas qu'il aille à Toronto. mais de savoir qu'il est dans cette ligue-là, moi, c'est fascinant. J'ai hâte de le voir ici au stade. Là. Bon, merci beaucoup, Alessandro, d'être venu. On te souhaite, de la part de Soccer Punch, la meilleure des chances pour la saison prochaine. Et puis, tu es toujours le bienvenu avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, Alessandro. Nous sommes donc de retour pour notre fameux quiz Soccer Punch. On aura deux équipes, l'équipe Philippe-Sofiane face à l'équipe Quentin-Arcadio. Messieurs, le quiz, ça va être les Français et la MLS. Parfait. Quelle surprise. On est bon. Quel joueur fut le premier à venir jouer en MLS? Français? C'est les Français et la MLS, Arcadio. Youri Djorkaeff. Très bonne réponse. Voilà, Youri Djorkaeff avec les Metro Stars de New York. The Snake. Le Snake. Avant de venir jouer à Philadelphie, dans quel club évoluait Vincent Noguera? Sochaux. Très bonne toi, t'es réponse. Français, toi. C'est les Allemands et la MLS. Alors, messieurs, quel joueur a été élu MVP de la finale MLS en 2013? Aurélien Collin, il a gagné. Je dois donner la réponse à Quentin. Je déteste. Bravo, bravo, bravo. En 134 matchs avec les New York Red Bulls, combien de buts a marqué Thierry Henry? 68. Non. 54. Proche. 58. Non. 52. Très bonne réponse. Alors celle-là... Moi, je suis pas content, là. Je suis désolé. Hein, Très bonne réponse. Je suis vraiment désolé. Thierry Henry.
C'est ça mes réponses. Là, pour Dernière question. Le 11 juin 2014, Hassoun Camara dispute son 100e match, toute compétition confondue avec l'Impact de Montréal. Contre quelle équipe? New England. Faux. Quelle date? 11 juin 2014. Genre, t'as le calendrier inscrit dans ta tête. 11 juin 2014. C'était une saison pourrie. Toronto? C'est faux. Vancouver. C'est dans l'Ouest, allez. Oh! Philippe? Salt Lake. Très bonne réponse. Oh là 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 là. Bon, les gars, un Quentin des grands jours. On est bon là. Ah, sérieux, ça. Moi, je suis déprimé. Je crois que voilà quoi, c'est une victoire. C'est plié? Les Sans gars. appel, les gars. Sans appel. Ben, meilleure chance la prochaine fois. Bien joué, les gars. C'est terminé. Je rappelle, c'était quand même une deuxième défaite pour Sophia. La prochaine fois, je m'en serai de l'autre côté. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc, messieurs, merci pour cette très belle émission. Et on vous dit à la prochaine.